Bonjour à toutes et à tous, c'est le grand retour de Kick Parade après des vacances bien méritées. Salut Swan, Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. sous un temps tropical. Évidemment. Bah écoute, c'était un bon prétexte pour jouer. Moi personnellement, j'ai commencé une campagne de Vampire Héritage, qui est un jeu Legacy. As-tu Très, compris très les bien. règles? Les règles sont absolument abominables. Mais vraiment, on est obligé de regarder sur des forums, sur le site de l'éditeur, Non, les règles de ce jeu sont incroyablement mal écrites. Mais le jeu est très cool. Bon, on va cut the crap, comme on dit en bon français. Et on va directement aborder le top 10 parce que évidemment ce ne sont que des nouveautés pour nous. 10e position, c'est un petit, on va dire un outsider, hein, parce que c'est un petit jeu de cartes qui s'appelle Dust Biters. Alors là c'est directement inspiré de Mad Max Fury Road et d'une séquence en particulier qui est la poursuite dans la tempête de sable, cette fameuse scène, cette incroyable scène, enfin ce film n'a que des scènes incroyables de toute façon, mais bon en tout cas là c'est un jeu de cartes compétitif dans lequel vous incarnez des pilotes de bagnoles rafistolées et armés qui doivent s'étriper dans une tempête, une énorme tempête de sable. Donc c'est un petit jeu de cartes, hein, sans prétention. Il en est quand même à 54 000 €, 1539 contributeurs. C'est une belle réussite, sachant qu'en plus, les gens qui sont derrière ce jeu, ils sont pas forcément tous issus du monde du jeu de plateau. On voit qu'il y a c'est par les créateurs notamment du jeu vidéo Broforce, qui est assez rigolo. Donc du coup, c'est une nouvelle incursion du jeu vidéo, enfin des grands noms du jeu vidéo vers le jeu de plateau. Et effectivement, moi je trouve ça bien, ce genre de lien. Surtout quand il s'agit pas juste de refaire un remake de son jeu, mais de proposer une nouvelle expérience. Ouais, mais ça a l'air assez rigolo. Nous, on aura la même chose, mais en vrai, avec des figurines. Hein. Ça s'appelle Car Wars, voilà, produit par Steve Jackson Game. Et nous allons avoir le all-in sur la chaîne. Donc, je vous annonce officiellement que ce Mini Beats va être la chaîne de Car Wars pour les 10 backers français qui nous écoutent. On choisit toujours les jeux les plus populaires pour faire le plus d'audience. Évidemment. 9e position, Deep Space D6 The Long Way Home RPG Gamebook Second Edition. Tchou. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une espèce de gros jeu dont vous êtes le héros, qui peut également... je sais même pas... La page était pas très claire en fait. Je sais même pas si tu peux jouer à plusieurs à ça. Je me demande si c'est pas uniquement solo, mais je vais pas te dire de conneries quoi. Donc c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Et voilà, vous allez incarner un personnage et filer à travers l'espace et avoir des aventures. Il y a du dé, il y a de la petite figurine de vaisseau, bon, sur fichier STL, hein, je crois que c'est en supplément. Pourquoi pas, ça c'est assez à la mode, hein, ce genre de jeu, et puis c'est plutôt intéressant. Voilà. Il y a un côté aussi puzzle game, voilà, qui vient avec le bouquin. Vous allez vous retrouver dans des situations où il faudra placer vos dés, etc. pour essayer de résoudre au mieux les situations. Plutôt intéressant. Et effectivement, j'avoue que la campagne n'est pas très très lisible. J'essaie de comprendre aussi, mais bon, en tout cas, ils essayent de mélanger plusieurs jeux en un. Comme tu disais, c'est le genre de jeu qu'on retrouve à la fois sur le projet, mais aussi en termes de visuel. Tu sais, ce côté très minimaliste, Ouais. on le retrouve de plus en plus ces derniers temps. Ce qui fait que maintenant, n'importe qui peut, avec une bonne idée, peut essayer de proposer un jeu sans forcément avoir de grands artistes derrière, etc. Donc là, le peu de dessins qui apparaissent sont plutôt jolis, mais après le reste est très simple. Voilà. Ouais, la page est pas terrible. Hein. Il en est à 45 000 €, 1756 contributeurs. Ce sont les derniers jours avant la fin de cette campagne. 8e position, Excavation Earth. It belongs in a museum. Cette fameuse phrase tirée de Indiana Jones. Donc, il s'agit de la 2e extension d'un jeu très populaire qui s'appelle Excavation Earth, que vous ne connaissez pas encore parce qu'il n'est pas encore sorti en France. Et ça tombe bien puisque l'original sort à la rentrée dans les boutiques françaises. Alors, c'est quoi Excavation Earth? Vous allez incarner des extraterrestres, il y a différentes races extraterrestres qui vont découvrir la Terre, tout simplement, dans un futur très lointain, quand l'humanité a disparu depuis très longtemps. Et vous allez faire des fouilles et trouver tout un tas de reliques de notre passé, de notre histoire. Et après, vous allez les vendre, vous allez les collectionner. Voilà, donc c'est un jeu on va dire d'exploration et de marchand. Donc c'est une 2e extension qui rajoute encore des races. Hein. La première extension c'était pareil, ça rajoutait des races extraterrestres. Donc évidemment chaque race a ses petits avantages, ses petites spécificités. Il y a un mode solo
pour cette extension. Je suis un peu surpris parce que sur l'original déjà il y avait un mode solo, alors j'ai pas trop compris pourquoi ils le mettaient tant en avant là. Donc il a été retravaillé, ouais. Le Voilà, mode solo a c'est été ça. un peu retravaillé parce que je crois que le premier, bon, il faisait, on va dire qu'il faisait l'affaire par défaut, mais là je pense qu'ils ont vraiment fait un jeu, enfin fait un mode solo qui soit vraiment pensé en tant que tel et qui utilise les différents composants. Voilà, alors est-ce que je pense pas que ce soit rentable de le backer, très franchement, parce que vous avez l'original qui sort en français à la rentrée, donc je pense, enfin, si le jeu marche, c'est quand même un jeu assez attendu, je pense que ils vont sortir également les extensions en français plus tard, quoi, donc bon, je suis pas sûr que ça soit une si bonne affaire que ça. 84 000 €, 1759 contributeurs, c'est les tout derniers jours également de la campagne. 7ème position, Age of Darkness Expansion, Emissaries of the Veil. Alors là c'est intéressant parce que c'est l'auteur John D. Clair qui a fait un jeu que j'adore, qui s'appelle Mystic Veil, et qui est un peu l'inventeur, parce que je crois que ça a été inventé avant, mais il l'a repris de manière plus intelligente, de ce qu'on appelle le card crafting, c'est-à-dire des cartes transparentes que l'on peut mettre dans un sleeve, et ça permet de modifier la carte. Si vous avez déjà joué à Mystic Veil, vous voyez de quoi je veux parler. Et c'est la même chose dans un deuxième jeu qu'il avait créé, qui s'appelait Edge of Darkness. Et là, dans cette extension, vous allez pouvoir retrouver l'univers de Mystic Veil, donc les esprits, la nature, toutes ces choses-là, mais dans Edge of Darkness. En fait, l'idée, c'est que toute la vallée de Mystic Veil est disponible désormais pour les héros de Edge of Darkness. Alors, je crois qu'Edge of Darkness, c'est tu dois combattre les forces du mal. Enfin, tu as les forces du mal qui envahissent une région et tu dois résister voilà, tant bien que mal à ces créatures néfastes. Et donc voilà, donc il y a un mélange des deux univers, il fallait y penser, et évidemment ça reprend le fameux système des card crafting. Voilà, par contre c'est un beaucoup plus gros jeu que Mystic Veil en termes de matériel. Oui, d'ailleurs il faut spécifier que la campagne permet à celles et ceux qui avaient raté les premières campagnes de Age of Darkness de pouvoir rattraper, pour prendre un all-in en fait. En plus de la petite extension, voilà, ils ont vraiment fait un vrai package pour que vous puissiez tout prendre d'un coup, qui est, compte tenu du matériel, je trouve pas spécialement excessif. Il y a une belle promo, donc voilà. Après, c'est pas inintéressant parce que en fait il a quasiment aucun jeu qui sort en français. Je sais pas pourquoi, il est un peu maudit cet auteur. Voilà, Mystic Veil il a mis quoi 2 ans à venir en France, et on a péniblement eu la première extension là cet été de Mystic Veil alors qu'il y en a 6. On l'a eu 1 an après la sortie de l'original. C'est un message pour Atalia, l'éditeur français, enfin le distributeur français. On aimerait que les extensions de Mystic Veil arrivent plus vite. Et petit warning aussi, John D. Clair, c'est également l'auteur d'un gros jeu de pirates qui s'appelle Dead Reckoning, qui reprend le card crafting, et qui a un retard de ouf. Voilà, je crois qu'il a déjà plus d'1 an de retard le jeu. Il est toujours pas livré. D'un autre côté, vous pouvez pas avoir ces jeux autre part que Kickstarter parce que très peu édité en France et pas en boutique, hein, c'est marqué. Mais en même temps, le monsieur il a l'air d'avoir du mal à livrer ses jeux. Donc voilà, faut réfléchir, faut regarder. Après, comme tu disais, puis il faut relativiser entre la période, est-ce que c'est lié à son travail ou est-ce que c'est vraiment lié à la situation actuelle. C'est ça. De manière générale, aujourd'hui démêler qui tient la responsabilité. C'est ça. Faut vraiment réfléchir à 2 fois avant de backer en ce moment parce que il y a une chance sur 2 pour qu'ils vous demandent plus de thunes pour qu'ils amortissent leurs coûts de containers et de trafic, qu'il y ait beaucoup de retard. Hein, c'est le cas, hein, nos Kickstarter ont beaucoup de retard en ce moment. Donc voilà, c'est pas autant la fête qu'avant. Hein. Allez, assez rapidement, les 3 prochains jeux. Donc 6ème position, Delta Green The Conspiracy, 220 000 €, 2069 contributeurs. C'est du jeu de rôle. Donc c'est une édition spéciale 25e anniversaire d'un jeu de rôle qui s'appelle Delta Green. Donc un jeu de science-fiction, un peu dystopique. Bon, j'avais jamais entendu parler de ce jeu de rôle. Désolé, apparemment c'est un classique qui a eu plein de prix. Moi j'en avais jamais entendu parler. Donc voilà. Suivant. 5ème position, Forbidden Lands, RPG, Books of Beasts and the Blood March. Alors ça c'est Free League qui sort ça, donc Free League Alien, The One Ring, enfin bon, un éditeur très solide de jeux de rôle. Donc là ils sortent des suppléments pour un jeu de rôle qui s'appelle Forbidden Lands. Donc vous avez une campagne, voilà, une grosse campagne, et un bestiaire. Voilà pour ce jeu de rôle. Toujours aussi belle illustration, toujours aussi belle page, toujours aussi beau matériel. Bon, c'est Free League, hein, c'est du sérieux. Ils en sont à 249 000 €, 3400
contributeurs, ce sont les derniers jours également. Ensuite, 4e position, encore un sourcebook, Tome of Heroes, 5th Edition Character Option for Your Game. Alors là c'est pareil, c'est un gros éditeur, ça s'appelle Kobold Press, qui fait énormément de sourcebook, surtout pour Donjons et Dragons. Donc c'est pareil, c'est du sérieux. Après tout cela, évidemment, n'est pas traduit en français, hein, on ne vous l'a pas spécifié, mais bon, c'est évident. 167 000 euros, 3400 contributeurs, ce sont des options pour vos personnages, voilà. Des options de classe, des options de sous-classe ou d'historique. Donc voilà, bon, c'est vraiment, là on est vraiment dans du spécialiste de Donjons & Dragons, les mecs qui sont lassés des 150 bouquins de Wizard of the Coast et qui veulent encore plus d'options pour leurs personnages. Ça c'est génial. C'est vrai que c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est les mecs qui disent oh, on a un peu fait le tour, quoi. C'est ça. Avant de passer au trio de tête, on va vous parler de quelques news et nouveautés. Je voulais juste faire un petit focus sur la réédition de The Road, qui est un jeu français, un petit jeu de cartes français qui peut se jouer en solo ou à plusieurs. Moi je trouve que je l'ai, hein, ce jeu, il est très sympa. Je trouve qu'en solo ça marche mieux même d'ailleurs. Vous allez parcourir un monde en ruine, c'est un jeu post-apo. Et voilà, donc c'est un petit jeu indépendant, l'auteur est à Bordeaux, voilà, et la première campagne avait vraiment bien marché, donc il fait une réédition de The Road. C'est pas très cher, il n'y a pas de TVA, les frais d'envoi sont minimum, donc si vous aimez ce genre de jeu, c'est un très bon plan. Voilà. Et puis c'est un des seuls créateurs aujourd'hui qui arrive à envoyer ses jeux en avance. C'est quand même assez fou. Oui, et il a eu 2 mois d'avance sur la date du Kickstarter. Donc bravo. Allez, un truc qui change de taille, c'est Artefact, a Gigantic Modular Board Game. Je trouve le concept de ce jeu absolument magnifique. En fait, vous êtes des inventeurs et vous allez créer des artefacts, des espèces de machines dans un premier temps. Ça, c'est la première phase du jeu. Et dans la deuxième phase du jeu, vous allez faire affronter ces machines face aux machines de vos adversaires. Voilà, je trouve que cette idée est absolument géniale. C'est un Belge qui fait ça. Après, c'est un énorme jeu. Quand vous voyez le jeu déployé sur la campagne Kickstarter, faut une grosse table. J'ai vu une review du jeu, ça a l'air super intéressant, mais là on est dans du gros jeu expert. Quand même, le temps de jeu, c'est entre 45 minutes et 240 minutes. En sachant que 45 minutes... Petite fourchette, quoi. C'est ça. En fait, 45 minutes, c'est parce que tu peux ne faire que les combats d'artefacts, si tu veux. Tu as le choix. Tu as des modes de jeu où tu fais pas toute la première phase qui est la plus longue, où tu vas... prendre des ressources, faire tes plans, prendre des pièces pour les assembler, etc. Tu peux directement faire les combats en arène et des artefacts, donc c'est ça qui dure 45 minutes. Mais sinon, ça peut durer des heures et des heures. Moi, j'aime ce genre de jeu. Tu fais venir tes amis le matin et ils repartent en fin d'après-midi. On n'a fait qu'une seule partie d'un jeu, donc pourquoi pas. Il y a une VF et le jeu est plutôt joli, quoi. Après, ça s'adresse vraiment à des joueurs experts, quoi. Parce que j'ai eu ouï dire aussi que les règles étaient assez costauds, beaucoup de possibilités, mais bon, voilà. En tout cas, c'est actuellement sur Kickstarter, il en est à 33 000 euros, 218 contributeurs. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas encore dans le top 10, c'est que, ouais, c'est un jeu, ça a l'air d'être un jeu très exigeant. Alors, assez vite, ça n'a rien à voir, enfin, ça n'a rien à voir. C'est pas un jeu, mais je trouvais ça rigolo. Il y a quelqu'un qui va faire des petites figurines pour le jeu Scythe. Vous allez pouvoir avoir des figurines pour vos ouvriers. Et ils vont être différents selon les factions de Scythe. Donc c'est du fichier STL. C'est-à-dire qu'il faut l'imprimer après sur une imprimante 3D ou le faire imprimer sur une imprimante 3D. Voilà, les sculptures sont pas ouf, hein, voilà. Mais je trouvais ça rigolo parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Scythe. Hein. C'est un jeu qui a vraiment perduré. Et donc voilà, actuellement c'est sur Kickstarter. Mais ça se fait de plus en plus, ce genre de petits trucs de... Alors, normalement, c'est vrai que ça se fait pas tellement sur Kickstarter, on trouve ça sur d'autres sites. On pense notamment à Etsy, qui s'est un peu fait une spécialité là-dessus, de proposer des composants un peu upgradés pour des jeux qui ont du succès. Je sais qu'il y a, notamment si vous êtes fan du jeu Dune Imperium, vous trouverez tout votre bonheur sur ce genre de truc. Il y a la même chose, Mage Knight, parce que Mage Knight, ça doit juste être un des jeux les plus customisables au monde. Il y a Gloomhaven, il y a... il y a Gloomhaven, et c'est marrant de trouver ça... Terraforming Mars, j'en parle même pas. Oui, bah ils l'ont même... ça marchait tellement que l'éditeur a décidé de faire sa propre version. C'est ça. Tellement c'était rentable. On va partir, je crois qu'on a fait le tour sur les choses qu'on voulait voir sur Kickstarter. On va partir sur GameFound. Alors, le fameux, on n'était pas là quand il a été lancé. Et puis tu nous en parles depuis des mois. Masters of the Universe
Fields of Eternia. Il en est quasiment à 800 000 euros, mais c'est quasiment la fin de la campagne. Il reste 5 jours là quand on enregistre l'émission. Donc 800 000 euros. Moi, je m'attendais à mieux, hein. Franchement. Je m'attendais à ce qu'il fasse plus. C'est un énorme jeu avec un look, on va dire, très criard, mais en même temps qui respecte la direction artistique de l'œuvre originale. Master of the Universe, c'est pas le truc le moins kitsch du monde, tu vois. J'ai fait un peu le tour des reviews là pour les gens qui l'ont eu un peu en avance. C'est plutôt bon. Je m'attendais à un truc un peu bancal. En fait, ce qui est bien apprécié, c'est qu'il y a beaucoup de modes de jeu. C'est-à-dire que tu peux faire un truc un peu à la conquête de territoire. Tu peux faire de l'escarmouche. Tu peux faire du solo. Tu peux faire du coop. Il y a un livre de scénario. Ça se joue avec des scénarios dans la version classique. Et il y a l'air d'avoir pas mal de possibilités, beaucoup de cartes événements, beaucoup de rencontres, hein. C'est aussi un peu un jeu d'exploration. Je trouve que Master of the Universe, alors peut-être que tu vas me dire que je fais mon petit con, etc. Mais je pense que ça a été fait par des gros fans. Il y a des gros fans, mais ils sont pas aussi nombreux que ça. Je pense qu'entre la première campagne de la version anglaise, qui n'a pas non plus été le plus gros succès qui soit, le reboot Netflix qui fait un demi-flop, et là, cette campagne, c'est pas des échecs, hein, mais je me demande s'il a pas été un peu surcoté, quoi. C'est une licence qui a mal vieilli. Déjà, quand j'étais gamin, c'était méga kitsch. Alors, j'ose imaginer pour aujourd'hui, sachant que j'ai déjà 30 balais, enfin, le public visé, hormis les fans de la première heure, je pense qu'ils ont un peu surestimé la licence, et je pense qu'ils s'en mordent un peu les doigts. C'est un look un peu spécial, hein. Déjà, moi, à mon époque, quand c'était nouveau, tu vois, c'était déjà assez spécial, tu vois, les personnages et tout, c'était spécial déjà, quoi. Mais ça a très mal vieilli, quoi. C'est très années 80, quoi. Donc voilà, après, tu l'acceptes ou pas, hein, tu vois, ça peut... Bien sûr. C'est un style, hein. Mais bon, en tout cas, ils ont l'air d'avoir bien bossé sur le jeu. C'est pas un, tu vois, c'est pas un jeu à licence à la con. Le jeu a l'air quand même plutôt sympa à jouer. Après, moi, je vais pas le prendre pour les raisons que tu viens d'évoquer. C'est que ça fait un peu, voilà, que t'as l'impression de voir un truc, mais kitschouille. T'as l'impression de voir un film de SF italien des années 70, quoi. Et encore, je préférais. Ouais. Je préférais. Allez, on va rester sur GameFound pour un jeu, j'allais dire plus modeste, mais c'est quand même, finalement, il est quand même assez gros ce jeu. Ouais, c'est Lands of Galzir, qui est donc une extension ou un spin-off de La Vallée des Marchands, qui est un jeu de draft. Enfin, c'est un deck building d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'était un jeu d'enchères. Il y en a eu deux, hein, d'ailleurs, on avait marché. Oui, je me demande s'il n'y a pas un troisième en route d'ailleurs. C'est fort pas, parce que je sais qu'en plus il y en avait deux, en fait c'était plus ou moins le même jeu, mais dans lequel on n'allait pas retrouver les mêmes animaux, en fait c'était un peu la version qui t'intéressait. Puis t'avais des petites extensions avec d'autres animaux, je sais, je l'ai, hein, ce jeu. Il est bien d'ailleurs, il fonctionne bien. Hein. Oui, il est plutôt sympa, et la preuve c'est que c'est quand même un bon succès, parce qu'en gros ils ont dit on reprend notre univers, on reprend les thématiques de notre univers, mais on le transforme en jeu d'aventure, donc il peut se jouer, jeu narratif en plus, donc il peut se jouer soit en confrontation, soit en coopération. Donc l'objectif c'est qu'on va franchir différentes aventures, et puis en fait au fur et à mesure le plateau central va évoluer, etc. Donc ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas un jeu qui est orienté combat, ce qui est assez rare pour les jeux narratifs, parce que souvent c'est un peu comme ça que ça finit. On stoppe ces mecs et puis on se fout sur la tronche. Là c'est pas du tout le cas, il y a un côté tableau réversible pour suivre les saisons. Les saisons, ouais, je vois ça, c'est impressionnant. Et l'autre petite originalité du jeu, c'est qu'effectivement c'est un jeu qui va fonctionner avec des rencontres, sauf qu'au lieu de passer par un deck de cartes qui va qui va prendre 4 sabots plutôt 4 sabots, etc. Genre Seventh Continent ou Solomon Kane. Voilà. Et ben là non, on va passer par une application. En plus, l'application a ce truc de te mettre un choix, donc du coup tu vas pas avoir les choix rédigés en dessous, parce que combien d'entre nous se sont fait spoil sans faire exprès, le petit regard sur le bas de la carte, ah merde, en fait on a vu ce qui allait se passer, on sait exactement ce qu'on gagne, ce qu'on perd. Là non, c'est une application qui va nous dire ce qu'il faut, quelle est la situation, et là on va faire un choix, et puis à partir de là, ce qu'on gagne, ce qu'on perd. C'est Destiny qui a fait ça aussi. Destiny, c'était très réussi. Et là l'idée c'est de dire, l'application on va la mettre à jour gratuitement, ce qui manquait je trouve pas mal dans les jeux d'appli, je pense notamment à Horror Arkham, ce genre de jeu, où finalement à la fin on tournait avec toujours la même musique, toujours la même voix, etc. Alors que le principe même d'une application, c'est d'évoluer avec le temps. Et là, je trouve que c'est une bonne idée. Après,
Voilà, ils viennent d'annoncer une VF, ça va faire énormément de traductions, parce qu'ils disent que là, ils ont déjà de quoi écrire un roman, en fait, avec toutes les rencontres proposées. Donc, à voir ce que ça peut donner. Après, les illustrations, c'est exactement comme dans la Vallée des Marchands, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté Vallée dérangeante, mais qui a complètement son charme. Donc après, c'est à voir si vous êtes sensible ou pas. Mais ouais, je trouve que ça fait du bien d'avoir de l'aventure narrative qui va parler d'autre chose. Ok, et bah écoute, je te propose de revenir sur Kickstarter et d'annoncer le trio de tête de cette semaine. Et bien en troisième position, c'est Aridia The Path We Dare Tread. Donc c'est du jeu d'aventure, du gros jeu d'aventure. Vous allez avoir, c'est ça qui est rigolo, de la figurine pré-peinte. C'est d'ailleurs, ils insistent beaucoup là-dessus, qui est customisable. C'est-à-dire que tu peux enlever la tête et la remplacer par la tête d'un autre héros. C'est-à-dire que tu customises ta figurine selon le personnage que tu choisis en début de partie. C'est pas beau ça, hein? C'est magnifique. Vous avez de la localisation des dégâts. Ça c'est assez intéressant dans ce genre de jeu parce que souvent c'est ton ennemi meurt ou il meurt pas. Là vous avez des petites cartes avec des localisations de dégâts. Donc selon où vous tapez, ben, ça va plus ou moins handicaper l'ennemi pour le prochain tour. Ben, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Non, l'autre originalité en fait c'est qu'on va jongler entre plusieurs plateaux. D'un côté la carte du monde avec ces espèces de petites tuiles octogonales qu'on va retourner quand on explore une région, c'est-à-dire que un peu ce qui comptait proposer dans la 7ème citadelle, là, chez Serious Pool, bah, c'est un peu le même principe, sauf que là c'est sous système de tuiles, donc on ne va pas dégrader notre matériel. C'est ah bon, bah, on a exploré tes lieux, on retire la tuile et on sait ce qu'on y trouve. Et à partir du moment où on va explorer, hop, on sort des petits plateaux façon dungeon crawler avec des petites maps, des lieux à explorer, avec des indications qui disent bah, si tu arrives sur cette tuile, tu vas aller chercher telle info. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté, bah, j'en parlais tout à l'heure, on retrouve un peu la fibre Mage Knight dans l'idée du jeu, mais en encore plus complet, avec un plateau de joueurs, c'est beaucoup, peut-être trop, diront certains. En tout cas, force est de constater que c'est un jeu qui, s'il est à la hauteur de ce qu'il propose, forte probabilité pour que ça devienne un peu un incontournable, quoi. Peut-être le nouveau Gloomhaven, parce que vraiment, sur le papier, ça dépote, quoi. Après, moi, je trouve pas ça super joli. Et bon, après, voilà, il va peut-être améliorer le jeu, mais quand tu le vois déployer, là, je trouve pas ça. Je trouve ça un peu vieux, quoi. Mais moi, il y avait un autre jeu, malheureusement la campagne est terminée, donc on va pas vous en parler, mais qui s'appelait Earthborn. C'était un jeu d'aventure, d'exploration, et je le trouvais mais 1000 fois plus beau et 1000 fois plus malin. Et donc voilà, la campagne est terminée. Après, il y aura certainement un Let's Pledge, mais il était assez cher. Mais je trouvais l'univers beaucoup plus sympa, beaucoup plus original. Là, on reste quand même dans de l'heroic fantasy classique. Il en est à 827 000 €, 7068 contributeurs. Il reste une dizaine de jours, donc c'est un très beau succès. Deuxième position, Flamecraft, 800 000 €, 13 000 contributeurs. Et ben c'est un petit jeu de crafting avec des dragons. C'est tout mignon. Moi j'aime beaucoup, hein. Je trouve même le plateau est très original, il est tout en longueur. Vous avez des petites figurines de dragons si vous prenez la version de luxe. Attention. Vous allez... en fait c'est du jeu de marchand en fait. Et sauf que là vous allez être aidé par des dragons qui ont tous leur petit... on va dire... leur petit pouvoir, et vous allez pouvoir comboter les cartes pour devenir le plus riche et le plus influent des artisans de la ville. Donc le concept n'est pas révolutionnaire, mais ça a l'air d'être magnifiquement exécuté. Alors moi, ma fille de 9 ans, qui est une fan absolue de Dragon, je pense que ça lui plairait beaucoup. Je pense que c'est plus sympa si tu prends la version de luxe, parce que tu as les petites figurines, tu as les ressources, tu vois, qui sont plus jolies, T'as des game trays dans la boîte. Bon, je pense que là, pour le coup, la version de luxe est vraiment justifiée, mais elle est quand même un peu plus chère, à 79 $. Bon, ça fait 68 €, c'est pas déconnant non plus, hein, je sais pas. Bon, je pense pour ce que ça propose. Ouais, c'est un beau jeu. Hein. C'est un beau jeu, puis il y a l'air d'avoir quand même pas mal de rejouabilité avec ce système de magasins, parce qu'il y a tout ce plateau de temps en longueur, comme tu l'as indiqué, avec des magasins autour. Et en fait, chaque magasin va avoir son lot de cartes qu'on va placer autour et qui vont te donner des actions supplémentaires, mais donc du coup,
fonction de la partie, ils seront pas forcément agencés de la même manière, ce sera pas forcément les mêmes lieux. Voilà, en termes de rejouabilité, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui est en train de se créer. Et puis, il y a la possibilité quand même, rappelons-le, d'avoir une petite peluche de dragon. J'allais le dire, pour 20$, tu as ta petite peluche de dragon. Qui, bon, n'est ni indispensable, ni très jolie, mais qui a le mérite d'exister, voilà, c'est ça. on va dire. Ouais, je pense que c'est un jeu qui me fait de l'œil. Très sincèrement, je le trouve intéressant. Allez, premier jeu sur Kickstarter cette semaine, Avatar Legends The Role Playing Game. Donc c'est un jeu de rôle qui est premier de Kickstarter, avec, tenez-vous bien, 5 400 000 € de recettes, 51 000 contributeurs. 51 000 contributeurs pour le jeu de rôle Avatar, et en même temps, c'est Avatar. Alors, pas Avatar de James Cameron, hein. C'est Avatar... Ni l'adaptation du film de M. Night Shyamalan. Ah oui. Oui, mais ceci dit, l'adaptation de M. Night Shyamalan est tirée de cette licence, on est d'accord. Oui, elle est tirée de cette licence, en effet. Parce qu'Avatar de James Cameron... Cameron... débat dans les commentaires, savoir si c'est une bonne adaptation ou pas. Mais avis qu'on a déjà la réponse. C'est clair, ouais, putain, ça a été mauvais ce film. Donc là, voilà, je t'ai laissé parler parce que je pense que tu t'y connais plus que moi. Alors moi, je croyais naïvement que c'était japonais. Mais en fait, pas du tout, c'est américain, Avatar. Oui, alors il y a des Japonais qui ont travaillé sur l'animation. C'était au même titre qu'on a eu des coprods franco-japonaises pendant des années sur de l'animation, on pense notamment à Wakfu, etc. Bah là, c'était un peu le même trip, mais aux États-Unis. Alors moi, je connais pas très bien, mais j'ai dans mon entourage des gens qui sont extrêmement fans de la licence Avatar. C'est une licence qu'ils avaient essayé de faire revenir avec une deuxième série qui n'avait pas très bien marché. Et donc du coup, il y a une espèce de nostalgie autour de cet univers qui, pour ceux qui ont grandi avec, tu vois, au même titre que... il y a des gens qui ont grandi avec Master of the Universe, on en parlait tout à l'heure. Dragon Ball Z. Il y a des Dragon Ball Z. Après, là, la difficulté, et c'est souvent ce qu'on a, pareil pour Master of the Universe, c'est que les droits ne sont pas détenus par les mêmes personnes en fonction des pays. Donc du coup, ce sera une campagne exclusivement anglaise, puisque les droits français ne sont pas détenus par les mêmes personnes. Quand le jeu est sorti, moi j'ai des gens de mon entourage qui ne font pas de jeu de rôle, qui ont carrément hésité à se le prendre. Juste pour le côté objet de collection, parce que c'est un univers qu'ils veulent voir revenir, qu'ils veulent revoir se développer, parce que c'est vrai qu'ils avaient quand même installé un lore, quelque chose vraiment de quoi effectivement faire un jeu de rôle. Finalement, ça a complètement son sens. Des jeux vidéo, des jeux de plateau, vraiment quelque chose à tirer de cette licence, et je trouve ça bien qu'on la dépoussière un peu, qu'on la remette en avant, en espérant, parce que je sais que je vais faire criser des gens, mais même, moi je pense quand même que refaire une série d'animation, parce que finalement l'animation à l'époque elle était un peu cheapos, et ça mériterait d'être refait, et avec plus de moyens, parce que les fans le méritent en fait. C'est vraiment une belle licence, et là, la campagne, en tout cas quand on lit, quand on connaît l'univers, ça respecte extrêmement bien le lore. Ça a l'air. Tant mieux, je voulais dire. Mais même au niveau des mécaniques, quoi. L'idée les mécaniques vont différer en fonction des éléments et de la faction, on va dire, qu'on a choisi. Ça marche, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ouais, et c'est une très belle campagne, hein. Ça faut avouer, très lisible, très coloré. Bon, ça va aussi avec on va dire le look de la série, mais il y a beaucoup très beau matériel. Donc évidemment, vous pouvez juste prendre le bouquin de base des règles, mais sinon vous avez des petits bouquins d'aventure, vous avez des dés, évidemment un set de dés, vous avez des cartes, vous avez tout un tas de trucs. Voilà, il y aura une application aussi, hein, pour gérer. Enfin, si vous êtes dans la collectionnite et fan, c'est sûr que c'est difficile de pas craquer, hein, je comprends. En tout cas, c'est un énorme succès. Si vous voulez regarder, si vous voulez y jouer, il y a une partie des règles, hein, qui sont téléchargeables en PDF. Donc si vous voulez regarder ça de près, voilà. Après, évidemment, il n'y a pas de VF, hein. Mais en tout cas, je pense que c'est un beau boulot d'adaptation. En tout cas, ça a l'air. Il faut regarder vraiment en détail. Mais, ça fait plaisir de voir des fans qui ne sont pas uniquement pris pour des vaches à lait. Là, tu sens que c'est fait par des fans pour les fans. Et qu'il y a une véritable réflexion autre que je suis juste là pour prendre votre argent parce qu'on sait que vous êtes trop fan de la licence. Mais ça se voit en plus, hein, parce que tout ce qu'ils proposent en add-on, il n'y a pas de truc tant superflu que ça. Alors, par exemple, tu as une boîte de luxe de dés. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour le fan ultime, et elle est superbe, hein, d'ailleurs. Mais il n'y a pas tant de trucs que ça, tu vois, c'est pas... ils te vendent pas des t-shirts, des casquettes, des figurines de partout. Je me demande à quoi tu fais référence. À rien. Mais franchement, quasiment tout ce qu'ils proposent en add-on est justifiable pour jouer, en fait. Voilà.
Donc là, tu reconnais tout de suite que ce sont des gens sérieux derrière. Et bien voilà, nous avons fait le tour de Kickstarter. Cette émission sera peut-être un peu plus longue que prévu parce que tout était de la nouveauté vu notre absence totalement inqualifiable pour cause de vacances. Je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine. Le mois d'août, c'est toujours un petit peu en dents de scie. On va essayer de se débrouiller pour faire une émission la semaine prochaine. De toute façon, à partir de septembre, ça redeviendra hebdo comme d'habitude. Merci Swan. Merci Erwan, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, et puis on se retrouve très bientôt. Voilà, puis n'hésitez pas à commenter toutes ces campagnes sur cette page. Voilà. Merci, à bientôt, ciao.